Bonjour tout le monde. Comme je l'avais promis la fois dernière, euh, aujourd'hui j'organise ce petit direct afin de d'abord présenter encore une fois mon premier ouvrage qui est un petit essai de quelques pages. C'est pas vous le présenter encore une fois pour ceux qui l'ont pas encore acheté. C'est un ouvrage qui a été édité aux éditions Les Lacantes et qui est disponible sur Internet. On peut l'acheter par Internet en suivant un lien qui se trouve déjà euh, sur, un- sur enfin, sur mon mur. Mais je pense pouvoir le remettre après à la fin de ce direct. Je vais le remettre pour que vous puissiez aller le commander à tout moment. Donc, depuis l'apparition de cet ouvrage, bon, quand le livre est paru, j'étais déjà en France, mais quand je suis rentré juste après, j'ai organisé une première conférence au centre culturel Tomaya Club à Etienne pour essayer de présenter le livre, mais surtout pour informer, enfin, pour en tout cas saisir l'occasion afin d'expliquer un peu euh, le contenu de ce livre, en quoi le livre est-il intéressant, en quoi devrait-il intéresser tout le monde, surtout les Comoriens, mais également les Mauriciens. L'ouvrage s'intitule La vue sur les Chagos et la question de l'île de Mayotte. Cet ouvrage a comme objet principal de d'essayer une transposition de, une transposition des différents, enfin, de l'analyse qui a été faite par la Cour internationale de justice, la CIJ, dans l'affaire opposant, enfin, dans l'avis consultatif sur l'archipel de Chagos, et un avis consultatif qui a été rendu le 25 février 2019. Alors, le but de l'ouvrage, c'est d'expliquer et de démontrer que l'analyse qui a été faite par la Cour, l'analyse qui est celle de la Cour, est transposable, enfin, qui était une analyse qui concernait seulement les îles Chagos, qui, pour le rappel, ce sont des îles euh, qui ont toujours été revendiquées, c'est un archipel qui a toujours été revendiqué par l'île Maurice. Euh, et l'île Maurice est entrée en, enfin, cette affaire de l'île des Échagos est devenue un contentieux territorial entre l'île Maurice et le Royaume-Uni. À l'origine, euh, le Royaume-Uni, enfin, c'est l'ancien pièce coloniale de l'île Maurice. L'île Maurice, avec d'autres îles comme les îles Chagos, formait une seule entité coloniale hein, sous administration britannique à l'époque, avant l'indépendance de l'île Maurice. Avec le temps, les Britanniques se sont mis à exploiter une partie des îles qui font une partie géographiquement de l'archipel de Chagos. Donc, pour rappel, et les îles Chagos et Maurice appartenaient à une même entité coloniale administrée par le Royaume-Uni. Mais pour des raisons purement militaires et stratégiques, les Britanniques se sont mis à exploiter une partie des îles appartenant à l'archipel des Chagos. Pour être plus clair, parmi les îles composant les îles Chagos, il se trouve une île qui s'appelle l'île Garcia. C'est une île très connue comme étant une grande base militaire américaine. Une grande base militaire américaine qui héberge jusqu'à aujourd'hui des avions, des bombardiers stratégiques américains. À partir de cette base militaire américaine, les Américains peuvent à tout moment intervenir en bombardant massivement, en tout cas en menant des actions, enfin, des bombardements, ce qu'on appelle des actions chirurgicales, hein, en bombardant les pays surtout qui se trouvent sur
la rive de l'océan Indien. Plus précisément, pour être précis, on connaît très bien les zones de conflit actuelles. Il y a le Moyen-Orient, mais il y a surtout des pays comme l'Afghanistan. On connaît un pays comme l'Irak, l'Iran. Donc la position stratégique des îles Garcia, plus précisément de l'archipel de Chagos, et de cette base militaire qui est implantée là-dedans, ce n'est pas un choix qui a été fait au hasard. C'était justement pour permettre à ce que les Américains puissent à tout moment toucher cette partie du monde à partir de l'île de Garcia. Donc pour cette raison, les Britanniques avaient loué une partie de ces îles aux Américains pour qu'ils puissent implanter leur base militaire. Mais il se trouve que quand les Mauriciens ont commencé à réclamer plutôt leur indépendance, quand les Mauriciens commencent à vouloir sortir du joug colonial, les Britanniques ils ont trouvé une astuce. Bon, l'astuce c'est un peu compliqué, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais l'astuce c'était plutôt de séparer l'île Maurice des îles Chagos avant d'octroyer l'indépendance à l'île Maurice. C'est ce qui a été fait. Aux années 50, le Royaume-Uni a décidé unilatéralement, bien sûr en s'appuyant sur des institutions à l'époque qui étaient des institutions coloniales, même si c'est des institutions qui administraient l'île Maurice, mais ça restait tout de même des institutions qui étaient sous tutelle du Royaume-Uni, qui est à l'époque une puissance administrante et coloniale à l'égard de l'île Maurice. Ils ont décidé de séparer l'île Maurice de l'archipel de Chagos en créant deux entités pour finalement finir aux années 60 par octroyer l'indépendance uniquement à l'île Maurice et en gardant l'archipel de Chagos sous l'emprise coloniale, sous leur emprise coloniale. Donc l'île Maurice, bien sûr, est partie, ils ont pris leur indépendance, mais ils n'ont jamais cessé de réclamer le retour des îles Chagos dans leur gyromère, qui était l'île Maurice. Parce que pour eux, c'est comme une partie de leur territoire qui a été amputée par les Anglais, par les Britanniques. Tout ça pour qu'ils puissent conserver cette position stratégique, cette base militaire qui se trouve actuellement dans l'océan Indien, plus précisément sur l'île de Garcia, qui est une île faisant partie de l'archipel de Chagos, encore une fois. Les Mauriciens sont déterminés à trouver une solution et à recouvrer l'entièreté de leur intégrité et à recouvrer leur intégrité territoriale sur l'ensemble des différentes îles qui leur ont été imputées. Par la suite, ils ont engagé des procédures. Parce que ce qui s'est passé avec les îles Chagos, c'est quelque chose de plus compliqué. Je n'aurai pas le temps de l'expliquer tous ici, parce qu'on risque plutôt de passer dans autre chose. Mais on parle même d'un génocide chagossien, parce qu'effectivement, pas seulement qu'ils ont séparé l'archipel de l'île Maurice, mais en plus, ils ont expulsé les populations, les Chagossiens qui se trouvaient là, ils les ont expulsés afin de pouvoir implanter leur base militaire. Donc ça c'est notre sujet. Quoique, bien sûr, ils sont reliés, mais en fait, je vais essayer, pour que je puisse avancer dans ce que j'essaie de dire aujourd'hui, je préfère plutôt mettre ça de côté, et peut-être une autre fois, on va revenir sur ça, pour faire donner plus d'explications sur ce qui s'est passé réellement. Donc, ce qui s'est passé au fait, c'est que les Chagossiens, enfin les Mauriciens n'ont jamais cessé de réclamer le retour des îles Chagos. Ils ont mis en place plusieurs procédures afin de contraindre les Britanniques à restituer les îles Garcia, enfin les îles Chagos, l'archipel de Chagos. Il y a eu plusieurs procédures qui ont été menées au sein, enfin des procédures internes même, parce que les Chagossiens ont même porté l'affaire devant des juridictions britanniques. Et ils n'ont pas eu gain de cause. À un moment, les Mauriciens, ils ont mis l'accent sur le recouvrement de leur intégrité territoriale. Ils ont mis des actions diplomatiques. Ils ont plusieurs fois traîné le Royaume-Uni. Par exemple, le Royaume-Uni avait décidé un jour de créer une zone de protection, qu'on appelle ça, une espèce de parc maritime pour protéger les espèces maritimes autour des îles, des îles Chagos. C'était l'occasion pour
pour les Mauriciens de porter l'affaire devant le TIDM, qui est le Tribunal international du droit de la mer, mais malheureusement, Maurice n'a pas eu gain de cause, en tout cas pas sur cette question. Et finalement, ils ont mis en place une autre stratégie qui les a permis, en tout cas les Mauriciens, avec l'aide de l'Union africaine, comme les Britanniques refusaient qu'on confie le litige à un tribunal pour qu'il soit tranché par une juridiction internationale, les Mauriciens étaient obligés de trouver une autre voie de sortie. Ils ont fini par saisir, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est un organe très connu pour avoir joué un rôle important dans le processus de décolonisation des pays à l'époque qui étaient sous tutelle. Donc l'Assemblée générale, grâce à des actions qui ont été menées par l'Union africaine ainsi que les pays amis de l'île Maurice, a fini par adopter une résolution tendant à demander un avis consultatif à la CIJ par rapport au processus de décolonisation de l'île Maurice. Et cela à l'égard de la question posée par les îles Chagos. Et cette décision a été rendue, l'avis consultatif de la CIJ a été rendu le 25 février 2019. Et c'est cet avis-là qui fait l'objet de l'étude, qui fait l'objet de cet ouvrage. C'est un petit ouvrage de quelques pages qui permet en tout cas pas seulement d'analyser le cas Chagos, mais surtout aussi d'essayer de transposer l'analyse de la Cour par rapport à la question de Mayotte. Donc, dans cet ouvrage, j'ai essayé, dans la mesure du possible, de transposer cette analyse-là, de montrer clairement que si la CIJ a pu dire que les îles Chagos, ce sont des îles qui appartiennent incontestablement à l'île Maurice et pas au Royaume-Uni, c'est que effectivement la CIJ dirait la même chose pour ce qui est de l'île de Mayotte vis-à-vis des Comores et de la France. Autrement dit, l'analyse, l'étude que j'essaie de mener dans cet ouvrage, c'était de démontrer cela, de démontrer clairement que l'analyse qui a été faite et qui a permis à la Cour de dire que les îles Chagos appartiennent aux Mauriciens et pas aux Britanniques, la même analyse peut être transposée dans le cas de Mayotte et permettre également de dire que Mayotte appartient aux Comores et pas à la France. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé en tout cas de démontrer clairement à travers ce petit ouvrage. Et surtout, j'avais pris 2 points essentiels dans cet ouvrage, parce que l'analyse, l'avis de la Cour, c'est un avis de je pense, 25-26 pages. Donc, il y a pas mal d'éléments intéressants, en rapport même avec les droits humains, avec les questions d'intégrité territoriale, décolonisation. Il y avait pas mal d'éléments, des points intéressants. Mais moi, j'ai fait le choix de travailler sur 2 points essentiellement. La transposition, j'essaie de le faire à travers 2 points. D'abord, un premier point, c'est le point relatif à la position qui est la position connue de tous de la France sur la question de Mayotte. Les Français, ils ont l'habitude de dire que la question de Mayotte est une question qui ne peut être réglée que dans un cadre bilatéral et que les Comoriens n'ont pas intérêt à aller poser la question aux Nations Unies pour la simple bonne raison que c'est un problème entre la France et les Comores et que ceux des négociations entre la France et les Comores permettront de dénouer cette question, en tout cas ce problème, afin que le statut de Mayotte vis-à-vis des 2 pays soit défini et arrêté définitivement. Du coup, cette position a effectivement été soulevée sous forme d'exception, enfin pas vraiment d'exception parce que là on était dans une procédure consultative, pas une procédure contentieuse, mais les Britanniques, les Américains, les Israéliens, les Français et une grande partie des pays occidentaux
on fait bloc derrière le Royaume-Uni pour essayer de faire croire à la Cour qu'il serait très dangereux pour la Cour de statuer sur l'avis demandé, de statuer sur l'avis demandé. Ils ont essayé de jouer avec ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires de la Cour en matière d'avis consultatif. Au fait, d'après les statuts de la Cour, il ne suffit pas qu'il soit compétent pour donner un avis pour qu'elle la donne, enfin pour qu'il le donne. La Cour peut être compétent sur le plan des textes pour qu'il puisse rendre un avis et décider de ne pas le faire au risque de ne pas s'immiscer, enfin au risque de ne pas pas s'immiscer plutôt, mais de mettre, enfin, en rendant sa décision, si la Cour estime qu'en rendant son avis, il risque plutôt de mettre à mal, le droit international, surtout des principes relatifs, enfin, qui ont dirais-je, des principes qui font foi, voilà, exactement, c'est ça, des principes qui font foi en matière de droit international. Si la Cour estime qu'il risque, en rendant cette décision, de mettre en difficulté des règles qui sont aujourd'hui, qui font foi aujourd'hui dans les relations en matière de droit international, il pourrait ne pas rendre l'avis. Donc, le Royaume-Uni ainsi que ses alliés ont essayé de jouer cela. Et un des arguments avancés par le Royaume-Uni, c'était justement cette question de bilatéralisme. Ils ont estimé que le bilatéralisme est le seul cadre approprié pour régler ce problème avec l'île Maurice. Ça veut dire que les Mauriciens et les Britanniques devront se mettre à table et trouver une solution tous les deux. Ce n'est pas la peine de venir devant des juridictions. Et cet élément-là qui a été avancé et soutenu par pas mal de pays a été battu en brèche par la CIJ, dans son analyse en tout cas, en essayant de dire qu'avant que cette question ne soit une question bilatérale entre le Royaume-Uni et l'île Maurice, c'est aussi une question de décolonisation. Or, les questions relatives à la décolonisation, ce sont des questions qui peuvent être réglées au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Et l'avis en question a été demandé par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, vu la mission historique qui a été confiée à l'Assemblée générale en matière de décolonisation, la CIJ ne peut pas donner cet avis. Voilà en gros l'analyse de la Cour, pour résumer, par rapport à cette question-là, quand il a été soulevé devant la CIJ. Et cette analyse-là peut être transposée pour les cas des Comores. Si vous regardez bien, les cas des Comores, c'est exactement ce que les Britanniques disaient aux Mauriciens par rapport aux îles Chagos, c'est exactement ce que disaient nos amis français aux Comoriens par rapport à l'île Mayotte. Ils continuent à dire que l'île Mayotte, c'est un problème entre les Comores et la France. En faisant fi de certains éléments qui sont très clairs, qu'avant que cette question soit un problème territorial entre les Comores et la France, c'est d'abord une question de décolonisation qui est inachevée plutôt. C'est-à-dire c'est un processus qui devait permettre les Comores d'accéder à l'indépendance et qui au final a fini par être bloqué par la France. Ça veut dire que les Comores n'ont pas eu droit à un processus de décolonisation complet. Il a été interrompu, en tout cas, il reste jusqu'à aujourd'hui inachevé parce que une partie de l'intégrité territoriale de l'île Maurice, enfin des Comores, en l'occurrence Mayotte, est encore sous administration coloniale. Donc, dire que la question est bilatérale et à ce titre, il ne faut pas que ça soit soumis à l'Assemblée générale, c'est complètement ignorer cette réalité-là, c'est complètement ignorer la mission historique qui est celle de l'Assemblée générale en matière de décolonisation. C'est à peu près ce qu'a dit
la CIJ sur la question du bilatéralisme. C'est pour cela que j'ai dit que cette analyse-là peut être transposée dans le cas du contentieux opposant les Comores à la France sur l'île de Mayotte. Le deuxième point que j'essaie d'aborder dans ce livre, c'est justement l'élément qui a été le plus avancé par les juges de la CIJ. Les juges de la CIJ, dans l'avis constatif du 25 février 2019, ils ont réaffirmé le droit à l'autodétermination comme étant un principe à caractère coutumier. Ça, c'est pas nouveau. Ça, on le savait déjà. Ça a été déjà posé dans d'autres arrêts. Dans des arrêts, dans des arrêts carrément et décisions de la Cour. Ce qui est nouveau, c'est que la Cour, dans son analyse, a fini par dire que, pour la première fois, la Cour a fini par dire que le droit à l'intégrité territoriale d'un territoire non autonome, c'est-à-dire un territoire à décoloniser, est un corollaire du droit à l'autodétermination des peuples et des nations. C'est ça la nouveauté dans cet avis. C'est de dire que le droit à l'intégrité territoriale est un corollaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va ensemble avec le droit à l'autodétermination. Autrement dit, on ne peut pas parler de droit à l'autodétermination, qui en soi est un principe de droit international coutumier, sans parler de respect des frontières, sans parler de respect de l'intégrité territoriale de l'entité à décoloniser. Et c'est ça la nouveauté dans l'avis du 25 février 2019 de la CIJ. Et il va plus loin en érigeant le droit à l'intégrité territoriale au même titre que le droit à l'autodétermination, en les érigeant au rang d'obligation erga omnes. Ça veut dire, ce sont des obligations qui s'opposent à tous. Ça, c'est la nouveauté dans cette décision. Ça veut dire qu'à aucun moment, aucun pays au monde ne peut aujourd'hui faire fi de ce principe. Parce que ce principe, pas seulement qu'il est issu du droit coutumier, mais également tous les pays, même ceux qui ne sont pas en conflit, qui n'ont pas ce problème-là dans leurs relations avec d'autres pays, ont l'obligation de respecter. Pour l'ensemble, en tout cas, des litiges qui ressembleraient au cas des Chagos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce principe du respect à l'intégrité territoriale, quand on l'érige en principe à une obligation erga omnes, cela veut dire que les autres pays, même qui n'ont pas ce problème-là, ne peuvent pas fermer les yeux en disant que nous, ça ne nous regarde pas, c'est un problème entre deux pays en litige, mais ils ont l'obligation de le faire observer eux-mêmes, y compris les instances des Nations Unies. Donc c'est ça la nouveauté. C'est d'abord de faire du droit à l'intégrité territoriale comme étant un corollaire du droit à l'autodétermination et en érigeant les deux principes en obligation et en valeur erga omnes. Et ça, en cela aussi, on peut transposer cette analyse-là, l'analyse qui était faite par la Cour pour justement mettre en avant ces éléments-là, montre clairement que cette analyse-là peut être transposée facilement pour les cas de l'île comorien de Mayotte. Et bien voilà un peu l'intérêt de cet ouvrage que je vous montre encore une fois. Et je vais finir par parler un peu d'un rebondissement. C'est un rebondissement qui a eu lieu après la publication de mon ouvrage. Donc, je n'ai pas eu le temps de le prendre en compte dans ma brève étude. C'est que l'île Maurice, excusez-moi, l'île Maurice
après avoir été bénéficiaires de cet avis, parce qu'ils ont bénéficié de cet avis, parce que l'avis de la CIJ, l'avis du 25 février 2019, était un avis qui a donné tout à fait raison, totalement raison à Maurice par rapport à ses thèses, qui s'opposaient effectivement aux thèses des Britanniques. Fort de cet avis et d'une autre résolution qui a été prise par l'Assemblée générale après l'avis du 25 février 2019, l'île Maurice a essayé de se retourner vers les îles Maldives et il a essayé d'arranger son problème avec les îles Maldives. Sans les îles Chagos, l'île Maurice n'a pas de frontière maritime avec les îles Maldives. Mais si on considère que les îles Maldives, si on considère que les îles Chagos appartiennent à l'île Maurice, comme l'a très clairement dit l'avis du 25 février 2019, alors on peut dire que maintenant, l'île Maurice a une frontière maritime à délimiter avec les îles Maldives. Du coup, les Mauriciens se sont tournés vers les Maldiviens, je ne sais pas comment on les appelle, je pense que c'est ça, les Maldiviens, et ils ont essayé de délimiter leurs frontières. Parce que leurs frontières, ce sont les deux pays, dans ce cas-là, ils se font face, les deux pays se font face. Et partagent en quelque sorte le même espace maritime. Donc il va falloir qu'ils délimitent. Ils ont essayé de régler le problème avec les îles Maldives, sauf que les îles Maldives, ils ont refusé de coopérer parce que le statu quo les arrangeait. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur les raisons exactes des îles Maldives, mais en gros, c'est ça, c'est que le statu quo les arrangeait. Et du coup, les Mauriciens ont fini par intenter un procès. Ils ont saisi une autre juridiction internationale, cette fois-ci, c'est le TIDEM, ce qu'on appelle le tribunal international du droit de la mer, qui siège pas à La Haye, comme la CIJ, mais plutôt qui siège à Hambourg, en Allemagne. Et devant le TIDEM, l'île Maurice demande clairement à ce tribunal, qui est une émanation de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, la Convention de 1982, qui a été signée et ratifiée par les îles Maldives et l'île Maurice. Ils ont demandé clairement au tribunal de délimiter la frontière maritime entre les deux pays, à défaut d'une délimitation à l'amiable. Et là, les îles Maldives, dans leur tentative de conserver toujours ce statu quo qui les arrangeait, ils ont soulevé ce qu'on appelle une exception préliminaire. Autrement dit, ils ont soulevé des questions qui devront normalement empêcher la Cour de statuer au fond de l'affaire. Si la Cour avait donné raison aux îles Maldives, la Cour n'allait pas à fixer, enfin en tout cas, à arrêter la délimitation des frontières entre les deux pays. C'est pour cela que les îles Maldives ont soulevé ces exceptions préliminaires. Et une des exceptions qui ont été soulevées, parce qu'il y en avait pas mal, une des exceptions soulevées par les îles Maldives, c'était la question relative au fait qu'il y a un contentieux territorial qui oppose l'île Maurice au Royaume-Uni sur les îles Chagos. Ils ont essayé de dire que jusqu'à maintenant, le contentieux n'est pas réglé. Et qu'on ne peut pas, à ce titre, venir aujourd'hui trancher et délimiter les frontières entre les deux pays, alors qu'il y a une tierce partie qui n'a pas consenti à être jugée par ce tribunal, qui devient, selon la logique des îles Maldives, une tierce partie indispensable.
sans ce tierce parti, on ne peut pas délimiter les frontières. D'abord parce qu'il y a un contentieux entre Maurice et les Britanniques sur l'île des Chagos qui n'a pas été tranché, ce qui n'est pas tout à fait... Enfin, ce qui, a priori, pourrait paraître exact. Et que, pour cela, on ne peut pas s'appuyer sur une quelconque décision, encore moins un avis, pour aller fixer des frontières, alors que l'île Maurice, enfin les Chagos sont encore contestés. L'appartenance de l'île Maurice, l'appartenance des Chagos à l'île Maurice ou au Royaume-Uni n'est pas encore tranchée, d'après la position des îles Maldives. Donc ils estimaient que cette question ne peut pas être réglée sans l'intervention sans que les Britanniques soient appelés à l'instance. Or, les Britanniques n'ont pas consenti à être jugés par le tribunal international du droit de la mer. Du coup, cela a créé la règle en question, c'est une règle très connue du droit international qu'on appelle le principe. C'est connu comme étant le principe de l'or monétaire. Le principe de l'or monétaire, c'est un principe qui a été posé en 1954 par la CIJ dans une affaire opposant l'Italie d'une part à la France, le Royaume-Uni, les États-Unis d'autre part. Par rapport à une histoire, l'affaire est connue comme étant l'affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943. Donc c'est un peu... c'est au cours de cette instance-là que le principe que les îles Maldives viennent de soulever devant le TIDM a été posé pour la première fois sur le droit, devant une juridiction internationale. En fait, il s'agissait d'une affaire opposant l'Italie. C'est de l'or monétaire qui a été pris aux Italiens à Rome pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'Italie a fini par coller un procès à la France, au Royaume-Uni et aux USA. Sauf que dans l'affaire en question, il y avait des intérêts albanais qui étaient là-dedans. On ne pourrait pas trancher cette affaire sur l'appartenance ou non de ce tort aux Italiens ou aux autres sans au préalable avoir réglé ce problème avec les Albanais. Et on estimait que, la CIJ estimait que comme l'Albanie n'a pas consenti à être jugée ici, on ne peut pas se permettre de se déclarer compétent et statuer sur cette affaire. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de l'or monétaire. Donc ce principe a été effectivement soulevé par les îles Maldives pour empêcher à ce que le TIDM statue sur la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que la décision du TIDM sur l'exception soulevée par les îles Maldives a été rendue avant-hier, le 29 janvier 2021. Le TIDM a rendu sa décision sur l'exception et le TIDM a rejeté ces exceptions, l'ensemble des exceptions soulevées par les îles Maldives, y compris l'exception d'incompétence qui s'appuyait sur ce qu'on appelle le principe de l'or monétaire. Et là, ce rebondissement est intéressant pour les Comores aussi. Parce que, comme vous le savez tous, les Comores, nous faisons face. Notre façade maritime fait face à d'autres façades maritimes d'autres pays. Nous avons des frontières maritimes à délimiter avec deux pays de l'Afrique de l'Est. Et on a aussi une frontière à délimiter à l'Est avec un pays comme Madagascar. Comme vous le savez tous, le Comore se trouve à l'entrée du canal
à l'entrée nord du canal de Mozambique. Ça veut dire qu'on se trouve au milieu, à l'intérieur même du canal de Mozambique. Si on regarde vers le nord, nous avons Madagascar à droite et nous avons la côte est de l'Afrique, la côte orientale à l'ouest. Donc à l'ouest, nos frontières maritimes chevauchent avec les frontières maritimes de deux pays à l'ouest. En l'occurrence, la Tanzanie et Mozambique. Et justement, on vient de trouver un arrangement, on a pu fixer les délimitations entre les deux pays. Aujourd'hui, les Comores ont réussi à... Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord par un accord, sans passer par un tribunal. On a réussi à trouver, à délimiter les frontières des Comores avec la Tanzanie, les frontières maritimes, mais également nos frontières avec Mozambique. Par contre, on a du mal à fixer, à délimiter nos frontières avec Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il y a Mayotte. Des 4 îles de l'archipel de Comores, des 4 îles plutôt de l'archipel de Comores, la Grande Comore est l'île qui se trouve le plus proche du continent. Et Mayotte est l'île qui se trouve le plus proche de Madagascar. Donc, pour délimiter les frontières des Comores avec Madagascar, il faudra d'abord tenir compte de l'île de Mayotte. Or, l'île de Mayotte, c'est un territoire aujourd'hui contesté. Il fait l'objet d'un différend territorial entre les Comores et la France. Donc, les Malgaches peuvent se réfugier sur ça aussi, sur ce qu'on appelle là le principe de l'or monétaire, pour dire que, ben oui, nous, on ne peut pas fixer notre frontière maritime, on ne peut pas délimiter nos frontières maritimes avec les Comores, parce qu'aussi longtemps que la question de Mayotte, qui oppose la France aux Comores, ne soit pas réglée. Mais la décision que le TIDEM vient de rendre prouve que ce n'est plus possible. Ce raisonnement-là ne tiendra plus, ne peut plus tenir. Ce raisonnement-là ne peut plus tenir. Aujourd'hui, il est possible, si nous nous trouvons dans la situation de l'île Maurice, parce qu'il ne faut pas oublier que l'île Maurice, elle est passée par un avis consultatif de la CIJ, qui a été assez clair sur certains points, parce que cet avis, il a clairement dit que le processus de décolonisation de l'île de Maurice n'a pas été respecté par les Britanniques. Et mieux, la CIJ a fini par, vous me permettez de le dire, a fini par demander au Royaume-Uni de mettre fin à son administration de l'archipel de Chagos dans les plus brefs délais. Donc, fort de cette décision, c'est cela ce qui a permis à l'île Maurice de venir devant le TIDEM. Et le TIDEM, avec cet avis-là, avec la clarté que comporte cet avis, ne pouvait que dire, que rejeter l'exception rendue, l'exception soulevée par les îles Maldives, en disant que les îles Maldives, effectivement, il n'y a plus, les Britanniques ne peuvent pas avoir le statut de tierce opposant, plutôt de tierce partie indispensable, parce que même si la vie n'a pas valeur contraignante, elle reste pas moins une lecture du droit international. Ça veut dire que la CIJ a rendu un avis qui en soi ne peut pas, les Mauriciens ne peuvent pas l'utiliser pour contraindre le Royaume-Uni à l'exécuter, en tout cas à le respecter. Mais par contre, ce qui a été dit dans l'avis reste une lecture du droit international sur lequel on peut s'appuyer pour justement contourner l'obstacle que peuvent ériger un autre pays en invoquant le principe de l'or monétaire. Donc aujourd'hui, si les Comores arrivent à obtenir un avis comme l'ont fait les Mauriciens,
il serait suffisant pour justement aller obtenir une délimitation de frontières entre les Comores et Madagascar, même si la question de Mayotte n'est pas réglée. Ce qui sera un pas géant dans notre processus de recouvrement de l'intégrité territoriale des Comores par rapport à l'île de Mayotte. Alors, pour finir, je tiens à rappeler que les Comores sont membres à part entière des Nations Unies. Donc, on a la possibilité de pouvoir accéder, en tout cas soumettre la question des îles Comoriennes de Mayotte à travers un avis consultatif de l'Assemblée générale. Ce que les Mauriciens ont fait, nous aussi on peut le faire. Les Comores sont également signataires et nous avons également ratifié la Convention de 1982 sur le droit de la mer, connue communément comme étant la Convention de Montego Bay. Et c'est cette convention-là qui a mis en place le tribunal international du droit de la mer. Donc on peut aussi faire appel à ce tribunal, ne serait-ce que pour suivre l'exemple de l'île Maurice par rapport à la question de Chagos. Mais non, c'est juste une question de volonté politique. Mais les éléments du droit, je pense qu'on sont suffisamment très clairs là-dessus pour aller arracher notre intégrité territoriale. Mais également, il y a aussi, il n'y a pas que les éléments de droit, mais je pense que le rapport des forces actuellement au niveau de la CIJ est favorable parce que si on lit aussi les opinions individuelles qui ont été rendues ainsi que les déclarations qui ont été faites par les juges de la CIJ et qui sont joints à l'avis consultatif en question, ça montre clairement que la CIJ, le rapport des forces de la CIJ par rapport à la question de Mayotte, il est en faveur des Comores et qu'il suffit juste que les Comoriens prennent les choses en main pour que justement on trouve une solution par rapport à tout ça. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai été assez long et apparemment il n'y a pas de questions. Apparemment, donc je vais essayer de revenir et répondre à des questions pour ceux qui vont regarder cette vidéo à nouveau, enfin qui vont les regarder ultérieurement, plus tard. Donc s'ils ont des questions à poser, je m'engage ici à les répondre. Et je vous remercie.